La série Fire Emblem est une série que j'ai aimée plus ou moins dès le moment où je l'ai découverte, avec, à l'époque, Path of Radiance. Mais oui, je joue de la série plus tard et je dois bien admettre que malgré la déception qu'a été son spin-off pour moi, Fire Emblem Three Houses a absolument explosé tous ses prédécesseurs dans mon cœur, aussi bien au niveau de l'histoire que de l'univers et surtout des personnages. Mais pour une fois, ce n'est pas exactement d'eux que je vais parler aujourd'hui. Non, aujourd'hui, nous fêtons les 3 ans de ce jeu merveilleux, et après m'être senti violemment trahi par Three Hopes, ou devrais-je l'appeler Hopes Dashed, qui a joyeusement piétiné un grand nombre des choses qui m'avaient plu dans ce premier jeu niveau scénario, au point de me faire perdre toute motivation quant à mes autres projets dans cet univers, j'ai eu besoin de me replonger dans le jeu original pour me rappeler pourquoi je l'avais tant aimé. Et quoi de mieux pour fêter ces 3 ans que le format vidéo le plus original d'entre tous, un classement. Un classement des moments qui m'ont personnellement le plus marqué en jeu plus exactement. Alors déjà, j'ai dû établir des règles. La première, qui allait de soi, était de ne choisir que des moments qui m'avaient marqué en bien. Parce que je tiens à passer un bon moment lors de ce top, tout simplement. La seconde était de m'en tenir à des moments que n'importe qui peut obtenir, et non pas des prouesses de gameplay parce que personne d'autre ne peut vraiment avoir vécu exactement la même chose. Enfin, dernière règle, j'ai décidé de supprimer les soutiens. Déjà parce que sinon, un seul d'entre eux serait apparu sur cette liste, et ensuite parce qu'en faisant ça, j'ai l'espoir de peut-être pouvoir faire une autre liste. Cette fois contenant les soutiens. Enfin, si un jour je me remets de la déception de Three Hopes. Dans tous les cas, voici les 10 moments qui m'ont le plus marqué dans Fire Emblem Three Houses. Bon, déjà là, on en voit du lourd. Pendant toute la première moitié de Fire Emblem Three Houses, l'Empereur des Flammes est un antagoniste mystérieux. Il est celui qui est à l'origine de la tentative d'assassinat des leaders au début, il est celui qui prête le chevalier macabre à plusieurs de nos adversaires, et il a plusieurs répliques qui suggèrent qu'il ne se rend pas compte de l'horreur de ce qu'il fait ou qu'il considère cela comme justifié si regrettable, mais jusqu'à la tombe sacrée, il n'avait jamais été possible de l'affronter. Ses multiples apparitions montrent qu'il sait parfaitement ce qui se déroule à l'académie, et sont toujours ponctuées par un fait à la fois intéressant et inquiétant. Le leader de la route que vous avez choisi n'est pas présent. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé le jeu en choisissant les serres d'or, un choix dont je suis toujours profondément satisfaite, comme vous le verrez plusieurs fois au cours de cette vidéo. Et lorsqu'on choisit les serres d'or, eh bien il faut admettre que Claude est assez suspicieux. Ce ne sont pas juste ses absences lors de l'apparition de l'Empereur des Flammes, non. C'est aussi le fait qu'il soit le premier à avoir pris la fuite lors de la tentative d'assassinat, comme confiant quant au fait que les brigands ne le suivraient pas s'il était seul. Sa réaction lorsque le professeur récupère l'épée du créateur, qui semble être son objectif, ou encore son dédain régulier de l'église, qui laisse le principal des machinations de cet individu. Il faut à cela ajouter le fait que Claude soit un manipulateur qui ne dise jamais ce qu'il pense, et on a de quoi se poser des questions. Néanmoins, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on en découvre plus sur lui, les suspicions commencent à retomber, car on se rend compte qu'il s'agit de quelqu'un de pacifique et sympathique, qui voit la vie comme beaucoup trop importante pour s'allier avec des gens capables de commettre un massacre comme celui qui s'est produit à Remayer. Mais, plus que tout, il se montre beaucoup trop intelligent pour avoir eu comme idée une tentative d'assassinat aussi bancale, ainsi que les autres stratégies employées par les ennemis qui ont l'air de tous nous prendre pour de vrais poires. De plus, négligeable mais qui vaut quand même la peine d'être mentionné, l'armure rouge et noire, en plus de ne pas du tout être de ses couleurs, serait très gênante pour un archer comme lui. Et en effet, Claude n'est pas l'empereur des flammes. Par contre, de là à découvrir qu'il s'agit du seul des 3 leaders à avoir failli mourir lors de la tentative d'assassinat, l'ironie a quelque chose dit là. Bien sûr, une fois le moment d'hilarité passé, c'est tout ce que ça change qui est important lors de cette révélation, tout ce que ça entraîne ensuite. Cependant, le mystère de l'empereur des flammes étant passé, on penserait que c'est un choc qui n'aurait lieu qu'une fois, non ? Que les autres routes ne nous apporteraient rien de plus par rapport à cette révélation. Erreur. Le fait est que finalement, quand on a fait les routes dans le même ordre que moi, les routes où l'on choisit Edelgard finissent par être ironiquement celles où le choc est le moins présent. Elles présentent plus ou moins les mêmes indices que Claude, sans que ceci ne se dissipe comme pour lui, et n'est, j'imagine, un peu sauvé de la suspicion que par le fait que justement, elle ait failli y passer au début. Mais sinon, il n'y a rien de particulier. Si on a choisi d'aller voir son couronnement, j'imagine que le fait de devoir choisir entre la protéger ou non peut être un moment marquant, mais il faut le dire, en général, on a fait le choix de la suivre ou non il y a déjà longtemps. Cependant, j'ai terminé par Lune d'Azur, et bon sang, la révélation de cette route est très différente. Déjà parce que le mystère est presque absent. Cela fait plusieurs chapitres que Dimitri a retrouvé la dague qu'il lui avait offerte, que l'Empereur des Flammes lui avait jetée un soir où il espionnait, et donc que son identité avait été plus ou moins révélée d'avance. Non, ce qui change cette scène et la rend tout aussi marquante que la première fois, voire plus encore, c'est Dimitri. Depuis le début de la route des Lions de Saphir, Dimitri a partagé 2 choses à son sujet. La première est son passé tragique, la zone d'ombre chez ce prince glorieux, son désir de vengeance, le fait qu'il soit beaucoup moins équilibré mentalement qu'il n'en est l'air, tout ça. La deuxième, c'est sa relation avec Edelgard, sa demi-sœur adorée à qui il souhaite témoigner son soutien, s'inquiétant régulièrement pour elle, voulant s'assurer que tout va bien, et allant jusqu'à enquêter sur son oncle par inquiétude. Lorsqu'il trouve la dague,
Dimitri est dans le déni. Il refuse de penser que ça puisse vraiment être elle. Et lorsqu'il n'a plus d'autre choix que d'affronter la vérité... il craque, complètement. C'est la seule version de cette révélation qui a droit à une cinématique animée, et c'est compréhensible, car c'est la seule où cette révélation a quelque chose d'aussi personnel. C'est une profonde trahison pour un jeune homme qui a déjà beaucoup trop perdu. C'est le début de son effondrement mental. La guerre passe presque au second plan. Ce qui rend cette trahison plus forte que dans toutes les autres routes, c'est la réaction de notre leader. Plus trahi et horrifié que les camarades de classe d'Edelgard ne le sont eux-mêmes dans leur propre route. Je salue profondément le jeu d'acteur du comédien de Dimitri dans les deux langues, mais avec une légère préférence pour l'agressivité de Chris Hackney. D'ailleurs, on reparlera du talent de cet homme plus tard, passons maintenant au numéro 9. Le numéro 9 a lieu très peu de temps après le numéro 10, et se retrouve juste au-dessus uniquement parce qu'il continue de me frapper encore aujourd'hui dans chaque partie que je fais. Lorsqu'Edelgard déclare la guerre, on s'y attendait un peu. C'est moins choquant que la révélation des horreurs qu'elle a déjà faites en soi. Donc on la regarde balancer sa propagande et sa rhétorique facho sans trop sourciller. On regarderait ASTS paniquer et évacuer la ville sans trop s'inquiéter. Après tout, quand on se promène dans le monastère où tout le monde est terrifié, il y a toujours les boutiques, et étrangement, la partie la plus dérangeante semble plutôt être le fait de n'avoir que 2 semaines au lieu des 3 ou 4 habituelles. Finalement, on a l'impression que cette guerre va juste être notre mission du mois. Ou en tout cas, c'était ma sensation à ce moment. Mais un moment a entièrement changé ma perception de la situation, et c'était ce moment précis, lorsqu'on lance la mission. Cette musique, lourde, stressante, profondément inquiétante. D'habitude, la musique du menu est assez épique et assez joyeuse, le genre qui donne de l'énergie pour aller combattre. Ici non. La musique du menu est sombre et étouffante, comme si on était sur le point de se faire piétiner. Cette musique à elle seule permet de se rendre compte aussitôt à quel point la situation de nos personnages est désespérée. Ils sont encerclés par une armée gigantesque et n'ont que des élèves et l'ordre de Seiros pour les défendre. Ces élèves, ces enfants, encore complètement perdus depuis qu'une des leurs leur a déclaré la guerre, se retrouvent face à une armée immense. C'est une bataille qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Et c'est à ce moment précis que je me suis vraiment rendu compte que non, les choses n'allaient plus jamais être pareilles. Qu'on entrait dans la phase Fire Emblem du jeu, celle où on doit se défendre face à des forces bien supérieures aux nôtres et qui veulent nous envahir et nous tuer. C'est un morceau musical qui n'a rien de glorieux. À la place, il met une boule dans la gorge et nous fait ressentir toute l'horreur de la situation, toute la peur qui anime les élèves, qui doivent maintenant défendre leur académie d'envahisseurs bien plus puissants qu'eux. Avoir ce morceau qui se joue sur le menu d'avant-combat, au lieu de ne l'avoir que sur la carte en elle-même, et c'est un coup de génie. Car c'est durant ce moment où on devrait se sentir en sécurité, ce moment d'avant le combat où on planifie les tactiques, qu'on se rend vraiment compte pour la première fois que ça y est, la guerre est déclarée. On continue un peu d'enchaîner les événements qui se suivent, sans doute parce que toute la partie centrale du jeu est, bien, centrale justement, faite pour marquer un point tournant dans l'histoire et donc vous frapper. Le prochain moment marquant sur ma liste se déroule après la destruction du monastère et la chute de notre personnage qui se réveille 5 ans plus tard, dans un monde que la guerre a dévasté. Le jour d'un festival qui n'aura pas lieu, vous retrouvez le délégué de classe de votre ancienne maison, puis l'UCTS vous emmènera dans une mission complètement folle, débarrasser le monastère d'un groupe de brigands. Pourquoi est-ce fou? Et parce que vous n'êtes que 2! Et eux sont plusieurs dizaines. Même en surniveau et avec les ennemis qui vous laissent des breuvages à gogo, la situation est totalement désespérée. Et c'est là que vos élèves arrivent, l'un après l'autre, durant certains tours du combat. Vos élèves vous rejoignent, prouvant que eux non plus n'ont pas oublié cette promesse que vous avez faite. L'ambiance est différente dans chacune des routes. Neige Argentée est peut-être celle qui réussit le moins à faire ressortir la force de ce moment, car il y a peu de raisons expliquant pourquoi CTS pouvait s'imaginer que vous suffiriez à repousser un tel groupe. Mais ça ne change rien à l'émotion qui peut vous submerger quand on voit les aigles de G voler à votre secours, l'un après l'autre, au contraire d'Edelgard qui vous avait attaqué. Vent Émeraude force le sourire, car il est évident que Claude savait que ses camarades vous rejoindraient, et leur reproche même d'être en retard. Lune d'Azur joue plus sur l'émotion comme toujours, en montrant d'abord un Dimitri fou de rage, qui n'a peut-être même pas l'intention de survivre au combat, et qui est parfaitement abasourdi par l'arrivée de ses amis, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'il n'a pas à combattre seul finalement. Ces émotions sont accentuées par les relations préétablies, ainsi que les changements au niveau de l'équipe. Mercedes et Annette, les meilleurs amis, arrivent ensemble. De l'autre côté, Ingrid, Sylvain et Félix, les 3 amis les plus proches de Dimitri, arrivent également en même temps. Enfin, on ne peut que constater une chose avec détresse. Si l'équipe voit un nouveau venu en la personne de Gilbert, il manque également quelqu'un à l'appel. Dedou, qui est mort pendant les 5 années qui se sont écoulées en protégeant Dimitri. Ces retrouvailles sont peut-être les plus fortes de toutes, justement parce que les relations ont à ce point été établies entre les personnages, mais aussi parce que ce sont les seuls à changer l'équipe, à nous faire nous rendre compte que oui, la guerre a changé bien des choses, et certains de ceux qu'on aime ne s'en sont pas sortis. La promesse faite le jour du bal est un des moments emblématiques du jeu,
Et cette carte ou cette promesse est tenue par tous ceux qui en sont capables, et pour moi un des moments les plus forts du jeu, et un de ceux que j'attends avec impatience dans chaque route. Après 3 scènes qui se suivent, on change totalement de registre en s'éloignant même de l'histoire principale pour à la place se tourner vers le DLC. Dans Ombres Embrasées, le DLC du jeu, nos personnages découvrent une ville souterraine, cachée sous le monastère, où vivent les gens rejetés par la société avec l'aide de l'église, tout particulièrement d'Ælfric, un des cardinaux du monastère. Cette découverte entraîne certains des personnages dans une véritable chasse au trésor, où ils sont épaulés par 4 nouveaux venus, les loups de cendre. Constance Vente Nouvelle, savante folle déchue de la Maison Nouvelle, Happy, cynique toujours blasé qui invoque des monstres en soupirant, Baldus von Hadrecht, combattant criblé de dettes, et Yuri Leclerc, le fils adoptif d'un comte de Fargus qui est accessoirement à la tête d'un groupe de crimes organisés et qui drague très ouvertement votre personnage au point de lui proposer un rendez-vous en tête-à-tête. Après avoir récupéré un objet apparemment capable de ramener les morts à la vie,Ælfric est capturé et pris en otage. La rançon, le calice des origines, l'objet que vous venez de récupérer. Seulement, plot twist,Ælfric vous trahit. Il était à la recherche du calice depuis le début, et ce avec l'aide de Yuri qui vous trahit également et capture ses 3 alliés au passage. Seulement, pas vraiment. Comme votre personnage et Claude le comprennent bien vite, cette demande de rendez-vous plutôt était un moyen d'appeler à l'aide, d'indiquer où les trouver pour les sauver. De retour du côté d'Ælfric, celui-ci explique ses motivations et celles de Yuri. En gros résumé, il souhaite sacrifier les 4 jeunes gens pour ramener à la vie la femme qu'il aime, à savoir la mère du professeur, notre personnage. Yuri l'aide parce qu'il a pris sa mère en otage, et ce depuis des années. C'est le moment que Yuri choisit pour voler la vedette à l'histoire et montrer à quel point il est brillant. Car depuis le début, Yuri jouait en réalité les agents doubles. S'étant rendu compte qu'Ælfric avait organisé son arrivée dans l'abysse, il s'était mis au service de Rhea pour surveiller les agissements de celui-ci, ce qui lui a permis de profiter du rituel de ce soir pour faire libérer tous ceux qu'Ælfric avait pris en otage pour le faire obéir. En plus de cela, son plan avec le professeur a également réussi, et ceux-ci surviennent juste à temps pour les sortir de là. Toute cette scène où la tension monte alors qu'il explique en détail tout ce qu'il a fait, avec les reflets rouges du sang qu'il est en train de perdre, son rire lorsqu'il se rend compte qu'il n'a plus rien à cacher, tout est magistral. C'était la scène du DLC qui m'a fait vibrer sur ma chaise comme une idiote, à hurler dans mon poing tant j'étais hype. C'est à ce moment précis que je me suis dit que Yuri était un véritable dieu, et l'un de mes personnages favoris dans le jeu entier. Pour le numéro 6, on va remonter un peu, entre le numéro 9 et le numéro 8. Entre le début de la guerre et les retrouvailles à l'aube, il y a plusieurs choses qui se passent et qui méritent leur pesant en cacahuètes niveau choc, que ce soit la transformation de Rhea pour protéger le monastère, la chute de notre personnage, et le fait que celui-ci dorme pendant 5 ans, on peut également mentionner les quelques mots prononcés par Sotis, une voix qu'on pensait ne plus entendre, qui servent à nous réveiller. Voire la narration qui nous établit à quel point le monde s'est effondré en notre absence. Mais la scène qui reste en tête plus que tout, plus encore même que la carte qui suit et où on retrouve le reste de l'équipe, est la cinématique de retrouvailles avec le leader. Si la scène de Neige Argentée est pratique pour les AMV, nous dirons, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais je la mentionne pour accentuer celle dont je vais parler ensuite. Le professeur retrouve Edelgard qui l'attaque, vous faites match nul, elle va en retraite et déclare que la prochaine fois elle vous tuera avant de partir, le tout sur une musique beaucoup trop calme et oserais-je dire heureuse, pour que je sois capable de prendre la scène au sérieux. Mais maintenant que cette scène est établie, prenons les 2 scènes que j'aime en revanche énormément. L'une des 2 est d'ailleurs la scène préférée du jeu entier de plusieurs de mes amis et je comprends pourquoi. Les retrouvailles avec Claude et Dimitri. Une fois n'est pas coutume, commençons avec Dimitri. Notre personnage grimpe des marches couvertes de cadavres de soldats impériaux, alors que la tension monte, nous faisant nous demander ce qui est arrivé ici. Une fois au sommet de la tour de la déesse, la vision est saisissante. Une fenêtre illumine le centre de la pièce, mais caché derrière, dans l'ombre, se trouve Dimitri, effondré contre le mur. Il lève la tête, et la lumière l'éclaire légèrement, nous permettant à la fois de le reconnaître et de voir les dégâts des dernières années. Juste cette image de lui, cheveux longs et peu soignés, le fait qu'il n'ait plus qu'un seul œil, le sang sur son visage, et on sait à quel point les années lui ont apposé leur marque. Le professeur avance, jusqu'à la lumière. Les 2 se regardent, le professeur dans la lumière, Dimitri dans l'ombre. Le professeur tend la main, et Dimitri la regarde avant de détourner la tête, la refusant. Puis quelques mots, simples, sont prononcés. Je savais qu'un jour, vous aussi, vous viendriez me hanter. Des frissons tant l'ambiance est établie. Il est fort dommage, d'après moi, que la musique jouée à ce moment soit... Eh bien, comme pour la scène de Neige Argentée. Calme, certes, mais aussi trop heureuse pour un moment si sombre à mon humble avis. Vous pouvez bien sûr ne pas être d'accord. Mais avant de passer à la scène de Claude, parlons de l'éclairage car il joue un rôle important dans les 3 scènes, surtout les 2 que j'aime très fort. Dans la scène de Neige Argentée, il fait nuit tout simplement, la preuve qu'Edelgard a sombré et qu'aucun retour en arrière n'est possible. Avec Dimitri par contre, vous m'avez entendu la décrire. Il fuit la lumière qui ne l'éclaire que brièvement lorsqu'il lève la tête. Il reste dans l'ombre, tandis que le professeur se tient dans la lumière et lui tend la main, pour l'aider à se relever, pour l'aider à retrouver la lumière. Le professeur ici représente l'espoir, le seul espoir que Dimitri a d'un jour revenir à lui. Et Dimitri le rejette. Néanmoins, la lumière ne disparaît pas du cadre, preuve que la possibilité est toujours là, qu'il faut juste qu'il la saisisse. Tout cet éclairage porte un message fort et profondément évident.
Et c'est encore plus frappant quand on compare avec les retrouvailles avec Claude, que j'aime autant, voire peut-être encore plus. Ici, pas de cadavre sur les marches, ni de leader recroquevillé dans un coin. Non, Claude est debout, devant la fenêtre. Il est celui qui est illuminé par la lumière. Il est l'espoir ici. Celui qui sait ce qui s'est passé. Celui qui peut éclaircir la situation. Le professeur est celui qui est dans l'ombre, incertain. Il n'est pas sûr de ce qu'il voit ici. Ne reconnaît peut-être même pas tout de suite son ancien élève. Mais Claude se retourne en l'entendant et sourit, puis le salue comme on salue un vieil ami, sans la moindre surprise. Il l'attendait de toute évidence. Quand le professeur s'étonne, Claude s'approche, le rejoignant à la limite entre la lumière et l'obscurité, les mettant sur un pied d'égalité, et lui dit avec amusement que clairement, jamais il n'aura abandonné l'espoir de le revoir. Le professeur sourit. Claude se tourne vers la fenêtre, toujours inondée de lumière, et mentionne qu'une aube nouvelle se lève sur le pays. On voit le ciel, clair, lumineux, ensoleillé du petit matin. Ces retrouvailles sont de très loin les plus heureuses, tout en restant sereines, et sont donc à mon sens les seules pour lesquelles la musique correspond parfaitement à l'ambiance. Tout le symbolisme de la lumière est mis en avant par le fait que Claude soit le seul leader à ne pas sombrer dans ce jeu, le plus vertueux des trois sans la moindre hésitation. Mais avant tout, c'est la confiance qui en émane que j'aime particulièrement, car toute la première moitié du jeu tournait sur le fait que Claude ne sait pas faire confiance aux gens. On voit ces difficultés qu'il a à fondre progressivement, au fur et à mesure que son lien avec le professeur s'étoffe, au point qu'il soit le seul à qui le professeur révèle la présence de sottise du jeu entier, jusqu'à ce que les deux forment un lien inébranlable. Cette scène est le point culminant de son évolution. Claude, l'homme qui ne savait faire confiance à personne, faisait tant confiance au professeur qu'il est venu tenir une promesse qu'ils avaient faite 5 ans plus tôt, et ne montre aucune surprise face à sa présence. Ce ne sont pas les émotions tumultueuses que les retrouvailles avec Dimitri éveillent, mais je mentirais si je disais que je ne trouve pas la scène tout aussi forte, simplement d'une manière différente. Lune d'Azur est en général la route qui apporte le plus d'émotions. L'évolution phénoménale de Dimitri, les relations poussées entre les personnages, tant de choses que j'ai déjà mentionnées qui font qu'il s'agit de la route qui touche le plus la corde sensible en général. Si jamais elle se concentrait un tant soit peu sur le passé de Faudlan et ne m'avait pas déçu à de moments précis, ce serait probablement ma route préférée rien que pour ça. Mais en tant que route avec le plus de moments d'émotion, il était évident qu'un ou deux de ces moments exclusifs se trouveraient ici, et non pas en vis-à-vis avec les autres routes comme jusque-là. Et ce moment exclusif se trouve juste après la reprise de Firdiad. Après les retrouvailles avec Dimitri, les choses ne vont pas exactement en s'améliorant. Pourtant, on dirait en apparence. Dimitri est vivant, les lions de Saphir vous ont rejoint, l'ordre de Seiros également, puis les troupes de Rodrigue. Et si vous avez réussi votre coup, Dedou s'avère en fait être vivant. Mais Dimitri, oh là là Dimitri, sa santé mentale a dû penser qu'elle avait des ailes et découvert beaucoup trop tard que ce n'était pas le cas. Et il est clair qu'il n'arrive pas à remonter et n'a probablement même plus envie d'essayer. Les cernes sous son œil sont immenses. Il refuse de quitter la cathédrale ou de parler avec qui que ce soit, il est obsédé par la vengeance et menace de torturer un général ennemi capturé. À la première remarque qu'il lui est faite sur son attitude, il suggère de le tuer s'il dérange à ce point. Ses répliques en combat sont profondément déprimantes et agressives à la fois, au point de qualifier les moments où on le soigne comme étant une perte de temps. Il ne participe ni aux leçons, ni au repas, et ne peut pas être invité à prendre le thé ou participer à la chorale. En soi, il agit de manière à peine humaine, au point que même Félix, qui le qualifiait jusque-là de bête sauvage, s'en retrouve à supplier le professeur de faire quelque chose. Lorsque Dimitri reprend enfin ses esprits bien plus tard, il est profondément horrifié par son attitude préalable et considère que rien ne pourra jamais racheter ses fautes, mais décide de faire de son mieux malgré tout, en commençant par la reconquête de Firdiad, qui souffre entre les mains de Cornelia depuis des années maintenant. Et le peuple de Firdiad l'accueille en héros. Dimitri, qui se hait profondément et se considère indigne d'être roi, est accueilli non pas comme le monstre qu'il pense être, mais comme le roi légitime, l'homme qui dirigera le pays. Il est acclamé, vénéré, aimé par son peuple. L'émotion dans la voix du comédien quand il demande au professeur si un monstre comme lui peut vraiment devenir roi est d'une force qui me heurte encore aujourd'hui. Do I really have the right to stand here? Will they accept me as their king? Bloodstained as I am I fit to be king? These are happy tears, my friend. I am finally home again. C'est peut-être la ligne de dialogue que je trouve la mieux jouée du jeu entier. Et avec la qualité du doublage, en particulier Chris Hackney pour Dimitri en anglais, c'est dire quelque chose. Toute cette scène, cette sorte de sacrement, alors que l'homme qui se considère comme impardonnable est acclamé de toutes parts par des gens qui ne voient pas ses défauts ou ses torts, mais les bienfaits qu'il peut leur apporter est tout simplement magnifique et j'ai des frissons chaque fois que j'y arrive. Je pense que c'est peut-être bien la scène la plus belle du jeu. Alors pourquoi n'est-elle que 5e ? J'ai en majorité parlé de scénario jusqu'ici, mais cette vidéo est sur des moments qui m'ont marqué, et on va repartir sur quelque chose un peu plus similaire au grondement de la conquérante. Imaginez-vous jouer à un Fire Emblem, une série connue comme étant du type plutôt médiéval fantasy, et vous retrouvez face à des ogives nucléaires. La destruction de Merceus a de quoi en choquer plus d'un,
mais elle peut presque être expliquée dans des termes magiques si on s'y efforce. Le fait que ces piliers de lumière ne puissent tomber sur le monastère pour des raisons magiques ajoute une dose irréaliste qui permet d'ancrer ces armes dans un style profondément fantasy. Mais toutes ces tentatives de rester profondément ancrées dans le médiéval, épée, bouclier, chevaux, magie, tout ça, disparaît violemment à un moment précis. Le moment où on pénètre à Shambhala. La première fois que j'ai mis les pieds à Shambhala, c'était le soir. J'étais allongée dans mon lit, dans le noir, mon casque sur les oreilles. Ces premières notes électroniques ont déjà été une claque. Leur côté glauque accompagnant ma visite, alors que j'observais la carte complètement médusée par cette ville futuriste. Puis la dubstep s'est mise à jouer, et je l'ai juste écoutée. Incrédule, pendant plusieurs minutes. Ce jeu a énormément de morceaux merveilleux, et Shambhala n'est même pas mon favori, mais c'est resté la baffe la plus inattendue, tant toute l'ambiance change radicalement à ce moment. On peut déjà entendre des morceaux électroniques et de la dubstep dans d'autres musiques du jeu, comme pour souffler qu'en dessous de notre univers médiévalo-fantastique se trouve quelque chose de plus moderne, de futuriste, mais jamais rien d'aussi évident qu'à cet instant. Ces notes pleines d'écho, ce côté étouffant et menaçant, ces sons entièrement artificiels qui oublient complètement l'orchestration des morceaux précédents, aucun morceau n'est similaire à celui-ci dans le jeu, et c'est ce côté inattendu et profondément unique, claustrophobe d'une certaine façon, qui lui donne une place si haute dans cette liste. C'était le moment où j'en étais persuadée, ce jeu ne saurait plus me choquer avec sa musique. J'avais tort. Les premières notes chantées de l'Astre Assassin m'ont collé une baffe aussi mémorable que Shambhala. Contrairement à Shambhala, pas de brutal changement d'ambiance, pas de ville souterraine claustrophobe et grandiose à la fois, on retourne sur une orchestration plus classique. Mais tout le contexte parvient pourtant à surpasser le choc de Shambhala pour moi. Tout d'abord, il y a la cinématique où Nemesis revient à la vie. Et ces quelques notes, ce petit leitmotiv qu'on entend au début de l'Astre Assassin. Un leitmotiv qui n'est arrivé qu'une seule fois dans le jeu. La cinématique d'introduction. Je considère régulièrement la cinématique d'intro d'un jeu comme l'un des points les plus importants de celui-ci, et cette cinématique est une des raisons principales pour lesquelles je trouve que Vent Émeraude est de très loin la meilleure route. Même si Neige Argentée fait un joli parallèle visuel avec elle, aucune autre n'apporte cette satisfaction, ce retour, cette simple explication de la cinématique d'intro. Et aucune autre n'apporte avec elle ce retour au tout début du jeu, avec ces mêmes premières notes, le leitmotiv de Nemesis, accompagné d'une voix puissante et magnifique. Cette carte, une carte unique, la seule carte de niveau unique du jeu, injouable dans la moindre autre route ou mission. Cette musique, le symbolisme, le fait d'affronter une véritable légende, celui qui a tué la déesse ainsi que ses 10 guerriers élus, les ancêtres de certains de vos personnages. La hype était plus grande que jamais. J'étais en train de hurler de tout mon cœur et j'avais l'impression que la musique ne faisait qu'accompagner mon enthousiasme. Pour tout l'amour que j'ai pour la beauté et la tristesse de Funérailles Fleuries, elle ne s'approche pas un instant de la puissance de l'Astre Assassin. Quant à Au Sommet du Monde, allez voir ma vidéo sur les leitmotifs pour savoir ce que j'en pense. Toujours est-il que malgré l'OST phénoménal du jeu, je trouve qu'aucun morceau n'arrive ne serait-ce qu'à la cheville de l'Astre Assassin. Tout le niveau final de Vent Émeraude est absolument exceptionnel. Et au moment même où j'ai entendu ces quelques premières notes, je savais déjà que ce serait une de mes expériences les plus grandioses. Je peux affirmer sans la moindre hésitation que de tous les Fire Emblem auxquels j'ai joué, c'est mon niveau final favori. C'est peut-être même mon niveau favori tout court, tant je l'aime. J'ai une certaine obsession avec le fait de faire s'affronter les ancêtres et les descendants dans la même classe si possible, mais même sans ça pour ajouter au défi, le niveau reste une véritable joie à jouer. Chaque fois que je refais cette route, je garde une sauvegarde juste avant, pour pouvoir le refaire avec différents bioles, accompagné de cette musique magistrale dont je ne me lasse pas. J'ai essayé de la mettre sur des escarmouches, mais ce n'est juste pas pareil. J'ai déjà beaucoup parlé de mon amour des retrouvailles à l'aube, et de tout le foreshadowing qui rend cette carte si marquante et merveilleuse. Mais il y a une carte encore plus mise en avant, et qui joue un rôle encore plus important tout en poignardant encore plus vos émotions. C'est à mes yeux, LA carte emblématique du jeu, et probablement celle que j'anticipe le plus chaque fois que je joue. Quelle que soit la route empruntée, à la moitié de l'année, vos élèves s'affrontent lors d'une mêlée à 3 sur la plaine de Gronder. À la fin de ce combat en toute camaraderie, Claude demande d'organiser une fête pour célébrer l'amitié entre les maisons, et ceux qui ont vaincu le plus d'élèves des autres maisons reçoivent un prix. C'est un moment plein de joie qui est là pour 3 raisons avant tout. Montrer comme vous avez évolué depuis la mini-mêlée à 3 du tutoriel, avoir un peu de calme entre l'enlèvement de Flayn et le massacre de Remayer, et rendre le retour à Gronder lors de la guerre 10 fois plus tragique. D'un point de vue gameplay, les deux cartes de Gronder sont assez similaires en tant que seule carte où il y a vraiment 3 camps qui s'affrontent. Mais là où la première est une course contre la montre sans réelle conséquence pour vaincre le plus d'ennemis, avec des répliques amusantes échangées entre rivaux, le retour à Gronder refuse d'être une simple redite. Edelgard utilise maintenant des monstres pour la garder, au milieu de ses hommes, et si quelqu'un gravit la colline centrale, elle y met le feu. Et ce même si ses hommes sont encore dessus. En général, même précisément alors que ses hommes sont encore dessus. Si comme moi vous avez commencé par Vent Émeraude, ça ne s'arrête pas là. C'est la première fois que vous retrouvez Dimitri, qu'on pensait jusque-là exécuté,
Et si on ignore ce qui lui est arrivé, le résultat est effrayant. Le prince courtois et maladroit a perdu l'esprit, rendu fou par son désir de vengeance, et ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, prêt à s'en prendre à l'Alliance si elle se met entre lui et Edelgard, qu'il veut tuer plus que tout. Vous êtes coincés entre deux monstres qui étaient autrefois vos camarades de classe. La musique ne fait qu'accentuer toute la tragédie de la scène, reprenant le morceau épique de cette mêlée à trois où vous vous étiez tant amusé, en plaçant les trompettes par des chœurs et en lui donnant un ton décidément beaucoup plus dramatique. La fin du combat ne donne pas l'impression d'être une victoire. Dimitri est tué d'une manière atroce, scellant la fin du royaume et bouleversant Claude et Hilda, qui a assisté à la scène. C'est la première fois qu'un des personnages principaux du jeu meurt, un personnage que vous avez joué pendant le prologue, que vous auriez pu rejoindre et peut-être sauver. Cette scène est de très loin la plus sombre de Vent Émeraude, qui est en général une route bien plus joyeuse et légère que les autres. On en sort exalté et horrifié à la fois. Un moment absolument phénoménal, qui pourtant n'aurait probablement pas battu l'astre assassin si je m'en tenais à la version Vent Émeraude. Car si ce niveau est horrible et magnifique à la fois dans Vent Émeraude, c'est l'importance qu'il a dans Lune d'Azur qui lui a ajouté le poids nécessaire pour prendre la seconde place. Dans Lune d'Azur, la tragédie reste la même. Les anciens camarades s'affrontent, la connasse met le feu à Bernadetta, la musique est extraordinaire, et comme les scénaristes ne pouvaient pas faire en sorte que Claude fonce droit devant comme Dimitri, ils improvisent un peu maladroitement une histoire de brouillard qui fait qu'ils ne parviennent pas à distinguer les troupes du royaume de celles de l'Empire. Mais le contexte est tout autre. Car contrairement à Vent Émeraude où l'Alliance ignorait même le fait que Dimitri soit vivant, ici le royaume avait tenté une alliance avec Leicester. Alliance qui marchait plutôt bien avant d'être sabotée, on ne sait par qui, mais probablement Hubert. Sans ce sabotage, Claude et Dimitri auraient pu s'allier officiellement, et la tragédie de Gronder aurait pu ne pas avoir lieu. Il y a donc quelque chose de beaucoup plus frustrant à cette version de Gronder, mais de moins horrifiant que dans Vent Émeraude. Du moins tant qu'on joue le niveau. Parce qu'après vient le moment qui change tout à la route. Flèche tente d'assassiner Dimitri pour venger son frère, et Rodrigue prend le coup à sa place. Le jeu d'acteur qui a suivi était si bon que j'en aurais presque oublié que notre personnage n'essaye même pas de remonter le temps comme elle peut le faire pour sauver Rodrigue, ce qui est quand même très bête et un sacré trou de scénario. Mais je dois lui pardonner, car le fait est qu'en plus d'être absolument magnifique, cette scène, cette mort, est ce qui parvient à secouer Dimitri, assez pour le remettre dans le droit chemin. C'est cette tragédie à grandeur qui est à l'origine de certaines des plus belles scènes du jeu, que ce soit la rédemption sous la pluie, le retour de Rafirdiade que j'ai mentionné plus tôt, et, entre les deux, la seule scène à m'avoir fait pleurer du jeu entier. Au fil de mes parties, une chose qui m'avait semblé évidente était que la relation entre Félix et Dimitri était compliquée. Un euphémisme, vraiment. En dépit de tous ces mots agressifs, il n'y avait qu'à voir la manière dont Félix s'effondre à la mort de Dimitri dans d'autres routes pour savoir que malgré lui, il aimait toujours son ami profondément. Que ce soit dans Vent Émeraude ou Neige Argentée, le voir de nouveau appeler Dimitri par son prénom, presque comme s'il présentait des excuses à sa mémoire pour la manière dont il l'avait traité de son vivant, me brisait le cœur. Alors à cet instant, après la mort de son père, où Dimitri fait amende honorable et Félix accepte de se battre à ses côtés avant de l'appeler de nouveau par son prénom, j'ai fondu en larmes. Et le piquant dans tout ça, ce dialogue est optionnel. Si j'ai bien compris, si vous n'avez pas fait monter les soutiens entre Dimitri et Félix, vous ne l'aurez pas. Tout ce moment, de la fin de Grandeur jusqu'à la promesse que Dimitri fait à Félix, est pour moi le moment le plus fort en émotion du jeu entier, et si on ne s'investit pas dans la relation entre certains personnages, on loupe son point culminant. Si ça c'est pas de la motivation pour jouer le jeu à fond. Avant de passer au numéro 1, quelques mentions honorables. Gratitude? Thanks, but no thanks. As far as I'm concerned, we're even now. I don't know how many years will pass until then, but let's promise to meet again. And when we do, don't be too hard on me, your kingliness. For all your help, sir. Are they the ones responsible for this madness? If so, it's clear what must be done. Kill them all. Don't let a single one of them escape. Sever their limbs and crush their wicked skulls! Le monde de Faudlan est vaste. Son world building, soigné aux petits oignons,
et ses personnages profonds et intéressants. Énormément d'attention y a clairement été portée pour que tout soit cohérent, et surtout pour que ce qui ne l'est pas s'explique plus tard. Un bon plot twist, après tout, doit être amené par des petits détails glissés ça et là qui permettent de se rendre compte que c'était prévu depuis le début. Le passé de Faudlan est un véritable mystère. Les livres d'histoire ont tendance à disparaître, il y a clairement des mensonges dans ce qui est écrit, et Claude prend un certain plaisir à relever les incohérences dans ce qui est relaté. De plus, si les raisons des Dolgards pour déclarer la guerre sont toutes du pipeau, comme on se rend compte dès qu'on cherche un peu, en général, au moment de la déclaration, il est possible qu'on l'ignore encore. Trop de choses n'ont pas de sens. Le système des emblèmes, en tant que cadeau de la déesse, pourrait fonctionner si ce n'était pour le fait que Saint Hall en personne semble ne pas l'apprécier, ou le fait que les reliques transforment en monstres quiconque les manie sans disposer d'un emblème. Et ce n'est là qu'effleurait la partie émergée de l'iceberg. C'est pourquoi apprendre la véritable histoire de Faudlan, à la fin de Vent Émeraude, est pour moi le moment le plus extraordinaire du jeu entier, surtout la première fois. D'un coup, tout prend son sens. Les emblèmes ne sont pas un cadeau. Ceux qui ont assassiné la déesse et ses enfants ont dérobé leur pouvoir et changé leurs cadavres en armes. L'histoire a été modifiée, et les raisons sont claires. Il n'y a qu'à voir le 6e chapitre du jeu lorsque Flayn est enlevé pour son sang. Parce que si on sait que la force des emblèmes vient du sang des Nabatéens, qu'est-ce qui empêcherait d'autres gens de chasser les survivants pour s'octroyer cette force? C'est précisément pour éviter ça que Seiros a prétendu qu'il s'agissait d'une bénédiction, allant jusqu'à faire de ceux qui ont tué sa propre famille des héros, juste pour protéger les quelques survivants. Eilel, l'endroit censé avoir été créé par la colère de la déesse d'après la croyance populaire, en réalité un pilier de lumière jeté sur Garregmak qui a été repoussé par la magie de Sotis. Sotis qui vivait dans la tête de Byleth, une tentative désespérée parmi tant d'autres de Seiros de ramener à la vie la divine ancêtre qui, elle espérait, pourrait mener le monde dans le droit chemin alors que tout s'effondrait autour d'elle malgré ses efforts. Lorsqu'on s'arrête pour y penser, on se rend compte que pendant des années, des siècles, les humains ont été dirigés par les descendants de ceux qui lui ont tout pris. Les cadavres profanés de ceux-ci vénérés, et qu'elle l'a subi sans rien dire, juste dans le but de protéger les rares membres survivants de sa famille, les derniers enfants de la déesse. Toutes ces révélations retournent entièrement le jeu, tout en lui donnant une toute nouvelle dimension. En plus de mettre en lumière la monstruosité des Agarthés, elle explique tout ce qui semblait faux chez ce monde, tout ce qui ne marchait pas. Cette scène en révèle plus sur Faudlan que le reste du jeu, dans son intégralité, et force à prendre du recul, et à se rendre compte à quel point tout ce conflit, finalement nous échappe, tant il remonte à des millénaires. Avoir commencé par Vent Émeraude m'a permis d'apprendre tout ça dès ma première partie, et j'en serai toujours heureuse. Peut-être que ça a rendu Fleur Vermeille et Three Hopes injouables pour moi. Enfin, je pense que même sans ça, je ne les aurais pas appréciés, mais ça m'a avant tout permis de regarder Neige Argentée et Lune d'Azur avec un œil totalement différent de celui que j'aurais eu si j'avais découvert ces routes sans connaître la vérité sur Faudlan d'abord. C'est pour moi le point culminant du jeu, le moment le plus important de tous, l'objectif qu'on souhaite atteindre tant on veut comprendre, tant on cherche une explication à toutes ces incohérences. Le moment qui a fait de Rhea un des personnages les plus exceptionnels de tous les univers que j'ai eu le plaisir de découvrir. Et il n'y a qu'ici qu'on obtient tout ça, cimentant à mes yeux Vent Émeraude comme la Golden Route, sans mauvais jeu de mots, celle avec la fin la plus complète et appréciable, à l'exception de la mort de Dimitri et de Rhea. Parce que découvrir la véritable histoire de Faudlan change toute la perception qu'on a du jeu, et est clairement ce qui m'a le plus marqué. Et après pas loin de 1000 heures sur ce jeu, je pense que rien ne me fera jamais changer d'avis. Pas même un spin-off dont la route Serdor chie violemment sur ce moment magistral.